Notre invitation. Bonsoir Binta, c'est moi qui vous remercie. Alors, l'actualité aujourd'hui, c'est que les États-Unis ont un nouveau président, le 46e président des États-Unis, Biden, mais la tache noire de cette investiture a été le faux bond de Donald Trump. Oui Binta, c'est vraiment dommage. L'investiture est un rite démocratique. Pratiquement immuable depuis plus de 100 ans. Et c'est dommage qu'un président rate cela. Les Américains qui vivent aujourd'hui n'ont jamais vu une investiture boycottée. Pourquoi? Parce que ça fait 152 ans que ça n'a jamais été boycotté. Oui. La dernière fois que ça a eu lieu, un boycott, c'était avec Andrew Johnson en 1869. Oui. Parce qu'Andrew Johnson, comme vous le savez, avait terminé le mandat d'Abraham Lincoln. Et c'était un démocrate, mais était considéré comme raciste. Et le général Grant n'avait pas voulu aller dans la même voiture que lui. À l'époque, ce n'était pas des voitures, c'était des carriages, des chariots tirés à cheval. C'était la dernière fois, la première fois en 1801, c'était John Adams. Et la seconde fois, John Quincy Adams. Dans l'histoire des États-Unis, il y a eu 2 fois des présidents qui ont été présidents et leur fils président. John Adams a été président et son fils John Quincy Adams a été président. George Bush a été président et son fils George W. Bush a été président. C'est les 2 seules fois. C'est les seules fois dans l'histoire des États-Unis, 3 fois, où il y a eu boycott. Il n'y en a pas eu d'autres. Maintenant, je vais rectifier. Très souvent, beaucoup pensent qu'il y a eu 46 présidents. C'est le 46e président, mais il n'y a eu que 44 présidents. Parce que Cleveland a été 22e président et 24e président. Mais c'était quand même dommage. Mais Excellence, est-ce que Trump n'a pas fait quand même dans la constance? Parce que jusque-là, il n'a pas reconnu Biden comme gagnant de la présidentielle, vainqueur de la présidentielle. Il pouvait ne pas l'avoir reconnu et y aller quand même, parce que c'est le Congrès qui décide. Et le Congrès a validé l'élection. Et ce qui est dommage, c'est que non seulement lui devait accueillir le président et l'accompagner au Capitole, mais la première dame, ça c'est un rite immuable également, doit faire visiter la Maison Blanche à la première dame. Aujourd'hui, Madame Trump devait faire visiter à Madame Biden la Maison Blanche. Et c'est quelque chose de formidable, parce qu'à un certain moment dans la visite, dans le dressing room, on aperçoit le bureau ovale. Vous savez, les premières dames sont dans le East Wing et les présidents sont dans le West Wing. Tout ce qui est exécutif dans le West Wing. Et du dressing room, on aperçoit le bureau ovale. Et ça, c'est merveilleux. C'est très beau. C'est le charme de la démocratie. En quelque sorte, ça a été une tache noire de la démocratie américaine, alors? C'est une tache noire et les Américains ne l'oublieront jamais et ne lui pardonneront pas cela, à mon avis. Il a promis quand même de revenir. Il a même dit qu'il a laissé une lettre à son prédécesseur. Ce qui est vrai, c'est que l'avenir du Parti républicain dépend aujourd'hui quelque part de Donald Trump. C'est pourquoi beaucoup pensent qu'il pourrait revenir parce qu'il a encore la main sur l'établissement du parti. Et ça, c'est quelque chose, on va voir dans l'avenir ce que ça va faire. S'il est impeached une deuxième fois avec le Sénat, c'est fini, il ne sera plus président des États-Unis. Il ne pourra plus se représenter. Mais à l'état actuel, il est encore capable de bloquer. Il n'est pas... C'est fini. Biden est président des États-Unis, il ne peut rien bloquer. Mais aujourd'hui, il a la haute main sur le Parti républicain. On verra ce qui va se passer. Il peut même créer une télévision. N'oubliez pas que c'est un homme de télévision. C'est un homme de télévision. Et Fox News aujourd'hui a eu des problèmes avec lui. Il peut créer une deuxième chaîne de télévision. Mais il pourra encore compter dans la vie politique américaine peut-être. Oui. Alors, Biden qui promet beaucoup de choses. Il va signer dès à présent 15 résolutions. Le multipartisme, le multilatéralisme du moins, va revenir. Est-ce que nous pouvons avoir confiance à Biden? Oui, je pense qu'il c'est pas l'effet de victoire qui le fait réagir? Non, Biden est un homme très constant. C'est un homme très constant, un homme de mesure. Et il est avec une équipe qui a beaucoup fait. La plupart de ceux avec qui il est venu ont fait 8 ans avec Barack Obama. Anthony Blinken était l'adjoint de John Kerry aux Affaires étrangères. Et celui qui est devenu ministre des Affaires étrangères. Linda Thomas Greenfield, qui était in charge of African Affairs, est devenu l'ambassadeur
des États-Unis aux Nations Unies, etc., etc. Il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup travaillé avec Barack Obama, qui sont des hommes d'expérience et qui ont rejoint l'équipe de Biden. C'est pourquoi d'ailleurs on parle de 3e mandat d'Obama. Je crois qu'on peut lui faire confiance. Beaucoup de choses vont changer. Il va tout de suite, cette liste que Trump avait installée, qui était de travel ban contre le Nigeria, contre la Somalie, contre le Soudan, c'est fini. Et puis il a dit day one, from day one, il va enlever tout cela. Donc il veut à la limite regagner une confiance perdue. Oui, je pense qu'il non seulement une confiance perdue, mais revenir à ce que le monde connaissait des États-Unis, le leadership américain, la puissance de l'exemple américain, c'est le mot qu'il a employé, la puissance de l'exemple américain. Parce que vous savez, il va revenir sur le... Il va sûrement réintroduire l'accord sur le climat. Il va certainement renégocier le traité, l'accord de Genève avec l'Iran. Il va donc aussi, c'est cette affaire de pays travel ban, il va enlever ces pays-là et leur permettre de voyager. Sans oublier l'Organisation mondiale de la santé aussi. L'OMS, l'UNESCO, et même le Pentagone. Moi, j'étais ambassadeur des États-Unis. Il ne se passait pas un mois où je voyais pas une liste de colonels, de lieutenants sénégalais qui venaient se former dans les plus hautes écoles américaines. Il était sur le point de supprimer cela, d'arrêter l'aide. Même le droit du sol. Ceux qui sont nés aux États-Unis sont américains. Il était sur le point de supprimer le droit du sol. Donc sur tout cela, je pense que même sur les immigrés, il y a beaucoup de choses que... En tout cas, on a comme l'impression que le chantier est immense au regard de la crise sanitaire qui frappe le monde entier. Mais Biden, à la Maison-Blanche, quelle place pour l'Afrique? C'est ce que je disais. Revenir au multilatéral, c'est revenir aux Nations Unies, c'est revenir à l'Union africaine, c'est revenir à tout ce qui faisait la puissance et l'influence des Américains. Vous savez, même les G5 Sahel, quand ils ont voulu être financés, mais Trump ne voulait pas. Il a préféré faire du bilatéral, aider directement le Niger, plutôt qu'aider le G5 Sahel. Je pense que l'Amérique va retrouver sa place dans le monde. America is back, il dit. À la place d'America First, maintenant c'est America is back. Et la puissance de l'exemple, les valeurs de l'Amérique. Et sur cela, je pense qu'on peut compter sur l'équipe. On avait quand même vu un président noir promettre tout à l'Afrique, mais à l'arrivée, il a fait moins que les autres, que ses prédécesseurs. On ne peut pas faire overnight beaucoup de choses. Par exemple, regardez, même sur l'accord iranien, il veut revoir cela, mais ça va être difficile. Il y a des choses qui sont difficiles. Par exemple, ce transfert de la capitale de Tel Aviv à Jérusalem, c'est des questions sensibles sur lesquelles Biden aura du mal à revenir. Mais je pense qu'il y a eu des choses qui ont été faites qui sont formidables. Et l'USAID, heureusement qu'il rien n'a été touché. C'est des millions, centaines de millions de dollars pour l'Afrique chaque année. Le Sénégal a eu 2 MCA et 2 compacts. On avait 500 millions, autour de 500 millions. Avec le président Macky Sall, on a eu 540 millions de dollars. C'est des dons non remboursables. Ça nous aide, cette fois-ci, c'est l'électricité. Et avant, c'est l'infrastructure. Oui, là, c'est le deuxième compact qui concerne l'électrification. Exactement, 540 millions de dollars. Il y a le programme YALI qui est formidable. Young African Leaders, qu'il allait arrêter également. Et ça s'est endormi pendant 4 ans. Combien je recevais de jeunes Sénégalais qui venaient, qui étaient dispersés dans les meilleures écoles américaines et qui avaient des projets et sont revenus, ils ont des business qui marchent très fort. Tout cela était en veilleuse. Et aujourd'hui, l'administration Biden va recommencer à travailler sur ça. Mais il reste quand même un Américain, les États-Unis d'abord. C'est vrai, l'Amérique a élu un président pour l'Amérique, mais le rôle quand même de l'Amérique que Trump avait changé, il avait amené une Amérique introvertie, une Amérique qui n'avait plus de place dans le monde, une Amérique qui avait même malmené les alliés, et une délicatesse, avec Madame Merkel, qui était donc en froid avec la France. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Cette Amérique-là, qui ses alliés traditionnels n'étaient plus en ordre de sainteté à Washington. On a quand même entendu aujourd'hui Merkel se réjouir du départ de Trump. Mais tous oui, le vieux continent s'est réjoui. Parce que l'Europe s'est réjouie de ce départ-là. Oui.
Et vraiment, c'est formidable. Je pense que le monde souffle un peu aujourd'hui avec ce départ de Trump. Et surtout que Biden annonce également on se met avec les chefs d'État africains, comme ce fut le cas avec Obama en 2014. Qui a commencé en 2014. On va revenir au sommet des chefs d'État africains. J'espère qu'il aura le temps, parce que 4 ans c'est court. Et Biden, comme vous le savez, a 78 ans. Mais en tout cas, c'est dans son agenda. C'est dans son agenda. Et je pense qu'on va voir beaucoup de choses changer. En tout cas, pour le Sénégal, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des profils forts de l'administration de Biden sont connus par les Sénégalais. Ils sont même amis avec les autorités sénégalaises, avec le président Macky Sall. Le cas d'Anthony Blinken, le cas de Linda Thomas-Greenfield et tant d'autres. Samantha Power, qui était l'ambassadeur aux Nations Unies, qui maintenant dirige l'USAID. Attention, vous les journalistes. L'ambassadeur, on dit Madame l'ambassadeur. Oui. L'ambassadrice, c'est l'épouse de l'ambassadeur. Je vais souvent merci pour la leçon ambassadeur avec un E. Merci. Je voudrais en profiter d'ailleurs pour féliciter nos ambassadeurs. Ils abattent un travail formidable. Les ambassadeurs du Sénégal à l'étranger sont d'une expertise incroyable. Vous savez, le président Léopold Senghor était en 1961 à Washington, accueilli par John Fitzgerald Kennedy. C'est incroyable. Très tôt, l'Amérique s'est ouverte au Sénégal et le Sénégal s'est ouvert à l'Amérique. C'est pourquoi à chaque fois, quand vous êtes aux États-Unis, quand vous êtes diplomate aux États-Unis, quand vous êtes diplomate à Washington, vous avez une longueur d'avance sur les autres. Il y a tellement de liens qui ont été tissés par le Sénégal avec l'Amérique. C'est la même chose quand vous êtes dans une capitale, que ce soit la France, l'Arabie Saoudite ou le Maroc. Cette longueur d'avance, nous devons cela. Mais vous avez quand même trop confiance à Biden. À Biden. J'ai confiance en Biden parce que forcément, ça ne peut pas être pire que ça. Les ruptures qu'il va engager, ce sont des ruptures essentielles et c'est cette Amérique-là que nous voulons retrouver. Une Amérique qui veut jouer sur ce terrain des valeurs de la démocratie. Vous êtes plutôt optimiste alors. Alors l'autre élément également marquant de cette nouvelle administration américaine, c'est Kamala Harris, 56 ans, qui devient donc la première femme vice-présidente de cette première puissance mondiale. Ah, c'est formidable. Moi, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées très vite. J'ai écouté beaucoup de commentateurs qui n'ont pas fait attention à cela. Non seulement Kamala Harris, qui est une noire, qui est la première, non seulement la première femme vice-présidente, mais la première noire. Mais regardez Georgia, l'État de Géorgie est représenté maintenant par un juif de 30 ans, 33 ans, et un noir. L'État de Géorgie, c'est parmi les 7 États qui avaient fait sécession à l'élection d'Abraham Lincoln. En faveur de l'Afrique. Mais c'est incroyable. L'Amérique aujourd'hui veut faire la paix. Il a dit dans son discours, reunite les Américains. C'est extrêmement important. Un État aussi esclavagiste, aussi rétrograde que la Géorgie est représenté aujourd'hui par un noir et un juif au Congrès. C'est extraordinaire. Je pense qu'il y a beaucoup de symboles forts qui font qu'on peut faire confiance à Biden. Maintenant, l'Amérique et le monde a changé. Et ces 4 dernières années ont été 4 années où vraiment il y a eu des changements gravissimes, sur lesquels on ne peut pas revenir overnight. Ce n'est pas en 2 jours qu'on va revenir sur ce qui a été posé par Donald Trump. Mais je pense qu'il faut faire confiance à l'équipe de Biden. Et comment on dit l'avenir est le meilleur juge en anglais? L'avenir... Le meilleur juge. Le temps est le meilleur juge. Time will tell. Ok, on va attendre d'accord. Alors, oui, allez-y. Non, vas-y. Allez-y parce que je vais m'engager sur un autre volet. Vas-y. Qui n'a rien à voir avec les États-Unis. Vas-y. Vous êtes les États-Unis. Oui. Ah non, mais... On termine avec les États-Unis. Sur les États-Unis, je voudrais voir, parce que beaucoup m'ont dit ce matin, mais Excellence, mais pourquoi il va à l'église le matin? Pourquoi est-ce qu'il juge sur la Bible? Oui, la religion. C'est très important aux États-Unis. Oui. La religion est extrêmement importante aux États-Unis. Oui. Vous savez, Biden est le 2e président catholique aux États-Unis. Le premier était John Kennedy. Biden est seulement, pour 46 présidents, disons 44 en réalité, président, le 2e seulement catholique. Les présidents américains sont chrétiens et protestants. Tous pratiquement ont exposé leur foi chrétienne, sauf deux dont Abraham Lincoln. Tous ont eu, et voyez que quand vous regardez l'hymne américain, l'hymne des États-Unis, ça se termine par « This will be our motto, in God is our trust ».
C'est très important. Et sur le billet $, américain, c'est écrit « In God we trust Yes. ». C'est pas loin de ce que nous disons, nous, musulmans. Hein? C'est exactement ça. Et je pense que les Américains sont des hommes de foi. Et la religion, forcément, ce n'est pas vrai que le gouvernement est basé sur la religion. Non. Que John Quincy Adams n'a pas joué sur la Bible. Il y en a eu 2 au moins qui n'ont pas joué sur la Bible. Mais enfin, les Américains sont des hommes de foi. Et quand vous faites campagne aux États-Unis, que l'on sache que vous êtes un croyant, ça compte beaucoup. Moi, j'ai été invité aux États-Unis, je me souviens, en 1984. C'était un milliardaire américain qui s'appelait Paul Green. Il m'avait accueilli chez lui. Il m'a dit, Babacar, vous êtes le premier journaliste à avoir mis les pieds chez moi. J'ai dit, mais pourquoi donc? Il me dit, parce qu'on m'a dit que les hommes du showbiz et les journalistes sont des libres penseurs. Ils ne croient pas en Dieu. Et j'avais juré qu'un journaliste ne mettrait jamais les pieds chez moi. Comme vous êtes africain et sénégalais, je me suis dit, peut-être vous êtes homme de foi. Et je ne me suis pas trompé. Ce sont des croyants et la religion joue un grand rôle aux États-Unis. Et c'est important. Vous êtes également, Babacar Diagne, le président du CNRA, la Commission nationale de régulation de l'audiovisuel. Vous êtes souvent... C'est le Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Je me suis souvent plaint de c'est le Conseil. Et qui m'appelle directeur du CNRA. Et c'est quoi la différence entre non, mais c'est l'appellation officielle. Oui. C'est le Conseil national de régulation. Et il y a un président et pas un directeur général. Et oui, vous êtes le président du CNRA. Exactement. Et vous êtes bien souvent saisi quand même par certains observateurs, certains acteurs de la vie publique sur les dérives qui sont notées au niveau des médias, que ce soit dans les clips, les danses qui frisent l'obscénité, que ce soit au niveau, au niveau de certaines pièces de théâtre, de téléfilms. On a comme l'impression, et c'est ce que les gens disent d'ailleurs, que le CNRA n'existe pas. Je viens de recevoir aujourd'hui la saisine des 48 groupes et donc celle de Jamra aujourd'hui. Depuis qu'il en parle, Mamata Gueye n'a m'a saisi qu'aujourd'hui. Je lui dis très souvent, vous confondez alerte et saisine. Quand on m'envoie sur mon WhatsApp des lettres, quand on m'envoie des mots, quand on m'envoie des notes, quand on m'envoie des images, c'est des alertes, comme j'en reçois avec mon monitoring. Mais la saisine, elle est officielle, elle est écrite, elle est déposée pour le collège se réunit. Beaucoup de gens se disent, ils ont saisi le CNRA. Ils n'ont pas saisi le CNRA. Mais le CNRA que vous avez entendu, nous pouvons nous aider à saisir et c'est différent. Mais je reviens sur la saisine. Quand vous dites on nous a saisi, c'est aujourd'hui seulement que Jamra et les 48 groupes dont on a parlé nous ont saisi. Alors revenons maintenant sur le rôle du CNRA. Vous savez que sur maîtrise d'un homme marié, nous sommes prononcés. Nous avons non seulement interdit des séquences, mais nous avons déplacé l'heure à 22h30. Sur infidèles, nous nous sommes prononcés. Nous avons fait la même chose, nous avons déplacé l'heure à 22h30. Maintenant, moi, je ne voudrais pas que nous soyons contre la production. Le Sénégal produit. Il y a énormément de gens aujourd'hui qui vivent de cela. Énormément de gens qui vivent de cela. Quand vous allez à l'étranger, nous sommes maintenant après Hollywood. Nous sommes après Hollywood. Et c'est un secteur qui... Sauf que nous avons nos valeurs à préserver. Nous avons nos valeurs à préserver. Oui. C'est très important. Oui. Alors, dans une série, il ne faut pas penser que vous pouvez juger la série à partir du 3e ou du 4e épisode. Une série, ça évolue. Ça a un début. Et le vilain, le héros, se battent et à la fin, c'est le héros qui l'emporte. C'est vrai, je leur dis très souvent, attention. Est-ce que le CNRA ne peut pas par moment assister à la production? Ce que nous faisons, non. La censure n'existe plus, apparemment. Il y a le ministère de la Communication, le ministère de la Culture, où il y a une commission de censure. Cette commission-là, où il y a des psychologues, des producteurs, etc., regarde les scénarios. C'est là-bas qu'on dépose les scénarios, c'est là-bas qu'on regarde et qu'on censure. Mais le CNRA ne censure pas. Le CNRA regarde la diffusion, parce que c'est différent. Nous sommes un gendarme. Un gendarme est dans la circulation. Il ne fait pas la visite technique. Là, c'est le produit fini. Hein. C'est le produit qui est diffusé. Quand vous doublez, dépassez à droite, on vous arrête. Nous sommes gendarmes. Mais encore une fois, ne pensez pas que nous ne faisons rien. Tous les jours, nous appelons les gens. Parce que moi, je dis, le CNRA est une position
d'autorité, nous voulons en faire une position d'influence. Nous parlons à ces gens-là. Nous parlons aux producteurs. Avant chaque ramadan, nous réunissons... Vous ne pouvez pas sanctionner. Vous n'avez pas ce... Mais nous sanctionnons. Oui. Vous savez bien que quand vous dites à quelqu'un, vous n'êtes plus dans le prime time, il perd énormément de sponsors. Il est à 23 heures. Il nous arrive de sanctionner. Vous savez bien qu'on a arrêté une télévision pendant plusieurs jours. Vous savez bien qu'on a interdit, nous avons interdit un téléthon parce qu'il a engagé des militaires. On ne veut pas de démoralisation des troupes, ça ne se fait pas, notre constitution l'interdit. Donc nous prenons des décisions. Mais nous ne voulons pas sanctionner pour sanctionner. Et nous ne voulons pas également sanctionner tout le temps. Ce que nous voulons, c'est discuter, et j'assure qu'ils ont fait beaucoup d'efforts. Et ils continuent d'en faire. N'arrêtons pas les boulots, ne coupons pas des productions pour les couper. Parlons à ces jeunes-là, les alertes viennent, à chaque fois nous les saisissons et ils changent. Ils sont ouverts à cela. Le CNRA, en principe, parle aux organes. Maintenant, nous parlons aux producteurs. Nous parlons même aux scripts, à ceux qui écrivent. Kalessassi est venu chez nous. J'ai reçu Ibrahim Gueye, Massam Bandour. Ils sont en contact avec nous et Dieu sait qu'ils font des efforts. Maintenant, c'est vrai qu'il y a souvent des choses répréhensibles que nous ne devons pas accepter et je vous promets que nous ne l'accepterons pas. Vous pouvez compter sur nous, nous sommes des pères de famille et nous savons qu'on nous a délégué ce pouvoir parental et nous devons y veiller. Absolument. Mais est-ce que vous en êtes avec la question des redevances? Des redevances à payer par les télévisions. Vous tombez bien parce que c'est demain qu'on a la réunion. On a commencé les réunions depuis un certain temps. Nous continuons encore demain. Espérons qu'on va terminer. Nous recevons l'ensemble des patrons d'organes. Il n'y a pas longtemps, il y avait Birandour chez nous, il y avait Bougan Guedani, il y avait Mahmoud Ibrekan, il y avait les autres. Demain, ils seront encore chez nous. Nous allons travailler et sur les conventions et sur les cahiers de charges. Nous comprenons la situation, mais vous savez, la diffusion aujourd'hui pour les chaînes, elle est gratuite. La diffusion est totalement gratuite. Et vous couvrez l'ensemble du territoire sénégalais, pas DDS. Ça ne peut pas être gratuit. À l'époque, moi, je me souviens, j'avais un 10 kW à Thiès. Tous les mois, je payais 1 million pour la facture d'électricité. Alors, regardez quand vous avez une vingtaine d'émetteurs. Un seul émetteur me coûtait... C'est un budget. 1 million. Mais on a quand même entendu certains médias dire que nous sommes menacés de fermeture par l'ARTP. Est-ce que l'ARTP quand même... Non, l'ARTP n'est pas menacée. L'ARTP a envoyé des lettres. Il y a des dettes quand même qui sont importantes et l'ARTP doit recouvrer cette dette. L'ARTP ne peut pas fermer des chaînes. C'est le CNRA qui peut fermer des chaînes. Donc l'ARTP écrit, si jamais l'ARTP devait arriver à un moment où il exigerait une sanction, je veux dire une suspension de signal ou une privation de signal, il est obligé de revenir vers le CNRA. Et nous discuterons avec les organes pour voir qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire. Non, vraiment, moi je suis un confrère. C'est mon métier depuis plus de 30 ans. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de clémence. Nous devons discuter. Vous connaissez bien le métier. Je connais le métier, et si on ne paye pas, est-ce qu'on est menacé de fermeture? Je crois sincèrement qu'on va s'entendre. Nous continuons à discuter. Ce sont des gens que j'ai pratiquement même depuis des dizaines d'années, franchement. Et je pense qu'il y a... Proposer par exemple des moratoires. Exactement, mais même cela est possible. Mais très rapidement, j'ai lu quelque part quelqu'un vous interpeller pour dire est-ce que Babacar Diagne ne regarde pas la RTS parce qu'il y a une émission politique qui passe et là on n'invite jamais l'opposition. Est-ce que quelque part, parce qu'il n'y a pas d'équilibre dans il y a un problème pour cette émission politique. Déjà quand j'y étais, vraiment il faisait somnoler les gens parce que les leaders n'y vont plus. Les seconds côtés même ne viennent plus. Et vous savez quoi? Nous avons 300 à 400 partis politiques. Il est impossible de faire un tirage au sort pour prendre... Qui va faire? Avant que je ne vienne au CNRA, le président Babacar Touré, que j'ai épouché de son âme, déjà avait dit non, je ne peux plus faire ça. Je ne peux pas me mettre à faire un tirage au sort pour 400 partis où les gens envoient le second. En réalité, ce qui s'est passé, c'est ceci. Ce qui s'est passé, ils ont un problème d'invité. Non, c'est qu'on ne peut pas avoir une émission pour 400 partis politiques. Aujourd'hui, les partis politiques savent... Mais il y a que le parti au pouvoir qui passe dans cette émission.
le parti au pouvoir, je ne suis pas sûr. Il ne faut pas confondre le parti au pouvoir et les actions du gouvernement. Même en temps de campagne électorale, l'action gouvernementale ne s'arrête pas. Maintenant, cette question que vous posez est une question réelle, elle est épineuse, il faut qu'on trouve une solution. Nous sommes en discussion avec les partis politiques, beaucoup ne sont pas intéressés. Pourquoi? Parce qu'ils ont des plateaux. Il y a aujourd'hui une vingtaine de télévisions où ils passent tous les jours. Et même les leaders ont du mal à passer parce qu'ils envoient là aussi du second couteau. Mais je pense qu'aujourd'hui, la scène politique est occupée par la société civile, des avocats, des second couteaux parfois dans les partis politiques. C'est rare que vous voyez les leaders venir, même chez vous. Donc aujourd'hui, je pense que cette émission-là, nous allons la mettre sur la table et voir quelle solution trouver. Très bien. Merci, Excellence, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous d'avoir suivi et à demain, Inch'Allah.